En sommaire, ce soir, l'Algérie et ses agissements contre le Mali étaient au cœur du discours du Premier ministre à la tribune des Nations Unies. Quel était l'objectif recherché? Décryptage dans un instant. À quelques jours de la rentrée scolaire, la tension monte entre les syndicats et le gouvernement. La suspension des salaires de certains enseignants en est à l'origine. Abdoulaye Salam Meiga de la Fédération nationale de l'éducation est l'invité de ce 1945. Enfin, en culture, l'artiste humoriste engagé Halima Togola a surpris plus d'un dans son spectacle sur le thème La femme du soldat. Retour sur cette pièce inédite. Madame, Monsieur, bonsoir. La brouille diplomatique entre le Mali et l'Algérie a été longuement évoquée par le Premier ministre ce vendredi. Le général Abdoulaye Meiga s'est exprimé à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale ordinaire. Dans son discours d'environ 25 minutes, le chef du gouvernement a condamné une fois de plus l'attitude des autorités algériennes. Compte rendu de Fatmata Wassiyou. Dans le cadre de la 88e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre général Abdoulaye Meiga a tenu son discours ce vendredi 26 septembre. Dans son intervention largement focalisée sur la situation sécuritaire dans le Sahel en général et du Mali en particulier, le chef du gouvernement n'a pas passé sous silence la destruction d'un drone d'infamant le 1er avril 2025 par l'Algérie. Comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien, au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. Le Premier ministre ajoute que, depuis son accession à l'indépendance, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre deux pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue trois situations incongrues et incompréhensibles ayant marqué les relations récentes entre nos deux pays. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tinzaouaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. En les invitant à chercher à connaître le Mali et les valeurs qu'incarnent les Malidéens, le général Abdoulaye Meiga appelle les autorités algériennes à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Dans son allocution, le Premier ministre rappelle aussi que certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Il précise que le cas de la France relève d'une manœuvre consistant à occuper l'attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant au Sahel. Nous restons à l'ONU où le Conseil de sécurité a rejeté ce 26 septembre la résolution russo-chinoise qui visait à retarder les sanctions contre l'Iran en raison de son programme nucléaire. La résolution présentée par Moscou et Pékin n'a pas réussi à obtenir le soutien des 9 pays requis pour mettre un terme à la série de sanctions prévues par les Nations Unies, lesquelles sanctions entreront en vigueur
heures ce soir, ce samedi, une décision qualifiée d'injuste et illégale par le président iranien. Ces sanctions sont notamment un embargo sur les armes conventionnelles avec interdiction de vente ou de transfert d'armes à l'Iran. À cela s'ajoutent des sanctions économiques. La deuxième édition de la Journée mondiale de la langue soninké a été célébrée cette semaine. Langue millénaire, le soninké traverse les époques et reste un marqueur d'identité culturelle en Afrique de l'Ouest. Le soninké est l'une des langues les plus parlées au Mali, comme nous le rappelle Moussa Traoré. Née au cœur de l'Empire du Ghana, la langue soninké a traversé les siècles comme un marqueur d'identité et un outil de transmission culturelle. Aujourd'hui, elle reste pratiquée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Dans son discours ce samedi 27 septembre, à l'occasion de la deuxième édition de la Journée mondiale de cette langue, le président de l'Association culturelle des soninké a insisté sur la nécessité de préservation de la langue. Cette langue préserve la mémoire collective et est aussi un héritage vivant d'une civilisation. La tradition de voyage de ses locuteurs a favorisé son expansion à travers l'Afrique et dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique, en Asie et partout ailleurs. Aujourd'hui, grâce à l'importante présence de la communauté soninké et son intégration dans le tissu socio-économique de nombreux pays, cette langue est reconnue bien au-delà de son aire culturelle d'origine. Le ministre de l'Éducation a également pris la parole pour souligner la satisfaction et la fierté des autorités de la communauté face au choix de cette journée dédiée à la promotion et à la valorisation de la langue soninké. Alors, le choix d'une journée internationale consacrée à la langue soninké constitue sans nul doute un grand motif de satisfaction, de fierté, d'espoir pour tous les locuteurs de cette langue aussi belle que fonctionnelle. Les locuteurs, ce n'est pas seulement les soninké, mais c'est également tous ceux qui nous accompagnent dans l'expansion de cette langue. Selon l'UNESCO, la langue soninké constitue un patrimoine commun à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et joue un rôle clé dans la diversité culturelle de la région. Pratiquée par plus d'1,5 million personnes sur le continent africain, la langue soninké est parlée en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Langue de voyage, de mobilité et de commerce, elle crée depuis plusieurs siècles des liens entre ceux qui la parlent à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. De ses origines historiques à nos jours, le soninké reste un symbole de fierté et d'identité. Cette journée rappelle à tous que sa préservation dépend de l'implication des communautés et des jeunes générations. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er octobre, des menaces de grève persistent du côté des syndicats d'enseignants. Pour cause, la suspension des salaires de certains enseignants qui ne se seraient pas enrôlés dans le cadre du système intégré de gestion des ressources humaines. Dans certaines régions, les syndicats d'enseignants préviennent que sans le rétablissement du salaire de leurs militants, la rentrée pourrait être menacée. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Abdoulaye Salam Meiga. Il est le secrétaire de la Fédération, secrétaire général de la Fédération nationale de l'éducation, des arts, de la recherche et de la culture, mais aussi porte-parole des syndicats d'enseignants de Kidal. Monsieur Meiga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et c'est moi qui vous remercie. Alors, avant de parler de la rentrée scolaire qui est prévue donc dans quelques jours, un mot sur la situation des enseignants du Nord Mali, particulièrement de Kidal, dont je rappelle, vous êtes le porte-parole des enseignants. Oui, très sincèrement, quand on dit de parler sur la situation des enseignants du Nord, je vous dis tout simplement c'est difficile. C'est difficile vu le contexte sécuritaire. D'ailleurs, en principe, on devrait être présent donc pour coïncider avec la rentrée. Mais vu l'insécurité, jusqu'à présent, nous sommes là. Mais nous osons croire que les autorités vont trouver une solution
afin donc de nous amener à nos postes. Vous parlez de difficile. On sait qu'en mars dernier, les enseignants absents des salles de classe avaient été sommés de regagner les classes sous peine de suspension des salaires. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté de Kidal? Est-ce qu'il y a eu cette démarche de ces enseignants-là de regagner les salles de classe et même au-delà de Kidal, de façon générale au nord? Oui, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, être syndicaliste, c'est accepter d'être derrière les textes. Certes, nous avons des camarades voilà, qui ont eu quand même des difficultés à un moment donné, jusqu'à ce qu'on a suspendu leur salaire. Mais très honnêtement, le syndicat est là donc, pour revendiquer en cas de problème. Donc nous avons quand même essayé de voir avec les autorités qui ont compris et nos revendications, et finalement la suspension a été levée. Mais les gens doivent comprendre tout simplement, les autorités ont fait ce qu'ils doivent faire. Parce qu'on ne peut pas se permettre quand même de quitter son poste sans pour autant avoir une autorisation. Dans ce cas, tu rentres dans ce qu'on appelle une violation des textes. Et cela, c'est vrai, a été fait, mais avec les actions syndicales, on a pu trouver gain de cause. Et aujourd'hui, ces enseignants ont pu quand même être mis dans leurs droits. Je le disais à l'entame de cette édition d'information, la rentrée scolaire est prévue, sauf changement à dernière minute, le 1er octobre prochain, le mercredi donc qui arrive. On sait qu'actuellement, il y a plusieurs tensions entre vous, les syndicats, et le gouvernement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous replanter un peu le décor? Quel est le point d'achoppement aujourd'hui? Oui, Michel Amar, vous savez, très sincèrement, quand on essaie de regarder l'échiquier éducatif aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur la table qui ne sont pas encore résolues, telles que cette histoire des fonctionnaires fictifs. D'ailleurs, cela donc a poussé à toutes les synergies régionales à déposer un préavis de grève. Donc imagine, 6080 enseignants, donc leur salaire donc quand même ont été coupés. Donc du coup, c'est vraiment une catastrophe. Imagine la rentrée scolaire qui est considérée comme une fête. Si il faut dire que ces enseignants donc partent à la rentrée comme ça, mais vide. Pourtant, il y a des engagements qu'il faut payer, la scolarité des enfants. Donc cela n'a pas été encore fait. Ces gens-là donc sont sans argent. Donc du coup, on ne peut pas se permettre quand même de dire qu'on va parler de la rentrée scolaire dans ce contexte. Et la synergie, elle est quand même catégorique là-dessus, tant qu'on ne trouve pas une solution rapide, une solution donc dans l'illico presto, en tout cas, il est fort possible que la rentrée quand même soit quand même compromise. Compromise, avant d'y revenir, tout à l'heure, vous soulignez le fait qu'il y a des fonctionnaires fantômes, en tout cas des fonctionnaires qui sont là sans être là, c'est-à-dire qui sont payés mais qui ne travaillent pas forcément. Est-ce que vous ne pensez pas justement que cette mesure vise justement à faire le nettoyage? Oui, bon, d'abord, c'est vraiment une très bonne initiative. Mais aujourd'hui, quand on essaie de regarder ce travail, le fait que c'est mal fait, 6000 enseignants sont devenus victimes collatérales de cette histoire. Donc, dans ce cas, nous dénonçons cela. Et je pense que dans ce travail, nous n'avons pas rendu à César ce qui appartient à César. Et qu'est-ce qui appartient à César? Non, depuis belle lurette, on a donné tout ce qui concerne recensement et consorts, c'est les enseignants qui font. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi nous avons un tel résultat, M. Amar. Monsieur Mega, en 30 secondes, à quoi faudrait-il s'attendre pour le mercredi 1er octobre si vous n'avez pas gain de cause d'ici là? Une grève collective dans toutes les 26 académies du Mali. Et ça, c'est la position de la synergie nationale, en même temps aussi les instances régionales.
Merci, Monsieur Abdul Salam Maïga. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole des syndicats d'enseignants de Kidal. Vous faites partie donc de la Fédération nationale de l'éducation, des arts, de la recherche et de la culture. Vous étiez sur ce plateau pour nous édifier sur ce qui pourrait advenir si vos problèmes syndicaux n'étaient pas réglés d'ici là, n'étaient pas réglés d'ici là. Merci. Nous poursuivons cette édition d'information sans transition. Aucun cas d'inondation n'a été signalé durant la période du 10 au 15 septembre selon le comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes lors de sa dernière réunion hebdomadaire. Cependant, il prévient que les risques d'inondation ne sont pas écartés avant la fin de ce mois de septembre. Suivons cet élément de Soumaïla Fali. Au cours de la semaine du 10 au 15 septembre, aucun cas d'inondation n'a été enregistré sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui ressort de la dernière réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes tenue le 18 septembre 2025. Cependant, en hostile, la série des cas de foudre se poursuit. Sur la même période, un cas a été enregistré, ce qui porte donc à 9 le nombre de cas de foudre survenus depuis le début de la saison à ce jour. Dans le communiqué du comité technique, la situation cumulée depuis le début de l'hivernage fait état de 42 cas d'inondation, 23 décès, 34 blessés et 1204 maisons effondrées. Au total, 2621 ménages sont touchés, soit 20 296 personnes sinistrées. Il ajoute que la saison des pluies suit son évolution normale sur l'ensemble du pays avec une concentration des activités orageuses dans le centre, le nord, mais aussi dans la bande sahélienne. Toutefois, si une légère accalmie est souvent observée dans certaines régions, le comité prévient que des quantités importantes de pluie sont attendues par endroits et les risques d'inondation restent élevés durant cette dernière décade du mois de septembre. Enfin, il précise que la situation hydrologique observée au cours de la deuxième décade du mois se caractérise par une poursuite générale de la montée des niveaux d'eau sur l'ensemble des cours d'eau du pays. Dans le silence, elles vivent la guerre autrement, sans pour autant être sur un champ de bataille. Il s'agit des femmes de soldats. Entre bravoure, solitude et angoisse, le quotidien de ces femmes a été largement mis en lumière à travers un spectacle présenté par la comédienne Halima Togola et son équipe. C'était ce vendredi 26 septembre, reportage d'Assetoumani Koulibaly. Leur rôle est essentiel. Leur engagement est sans faille. La plupart d'entre vous ont sans doute déjà entendu cette expression. Derrière chaque soldat, il y a une épouse qui, dans l'ombre, fait preuve d'un courage immense. Ce spectacle, présenté hier vendredi 26 septembre par la comédienne Halima Togola, mêlant théâtre, témoignage authentique et mise en scène, nous plonge dans la vie d'une femme dont le mari est en opération extérieure. À travers les différentes scènes, on découvre la charge mentale des femmes qui élèvent seules leurs enfants, gèrent le foyer et supportent courageusement l'absence et la peur. Je suis une idiote. Il faut la parler toute seule à une photo. Il s'agit de Mariam et son mari Boubacar, un militaire qui, lors d'une première mission, ne donnait plus de signes de vie. Mais il réapparaît un jour pour prévenir sa famille d'une nouvelle affectation. Cependant, on ne savait pas que ces instants en famille seraient les derniers. Boubacar tomba alors sur le champ de bataille, laissant derrière lui une femme et 2 petits-enfants. Un spectacle qui a réussi à attirer l'attention sur une réalité vécue par de nombreuses femmes. Il aura également réussi à faire couler des larmes. C'est du pur talent et on peut dire aujourd'hui qu'au Mali, nous avons des talents confirmés et affirmés. Et aujourd'hui, le message, il est passé et on a compris la vie du soldat, comment il se marie, comment il vit dans sa maison, comment les dispositions. Il nous a fait
comprendre toute la vie sans être militaire. Moi, je suis encore en train de pleurer. J'arrive pas à retenir mes larmes. Je n'aimerais sincèrement pas être à la place de ces femmes. Quand on t'apporte l'uniforme de ton époux qui est parti, c'est vrai que c'est pour la patrie, mais ça fait quand même mal à la famille, ça fait mal aux enfants. Je lui souhaite bon vent, félicitations. Pour l'artiste, ce spectacle est une œuvre qui rappelle que le devoir ne s'exerce pas toujours les armes à la main. Et je me suis dit, Halima, t'es là, ça va pas, etc. Mais est-ce que tu penses à d'autres femmes? Et dans cette pensée, j'ai vu les femmes des soldats. Et je me suis dit, waouh, celles-là, c'est des véritables soldates. Et elles sont là, et elles font tout. Donc ça veut dire que, limite, elles souffrent plus que moi, mais elles représentent vraiment la grande muette qui est l'armée, parce qu'elles ne disent rien. À un moment donné, je me suis dit que, bien vrai qu'elle soit forte, qu'elle soit une combattante, une battante, une soldate, mais à un moment donné, on sent la fragilité de la femme. Oui. Le côté faible de la femme. Oui. J'ai senti ça et là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré à chaudes larmes. Elles ne sont pas sur le front, mais affrontent chaque jour un autre combat. L'attente, l'inquiétude, la solitude. Le spectacle présenté renvoie ainsi une lumière poignante sur le quotidien, souvent ignoré, de la femme du soldat. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité, particulièrement à Kidal, au Mali.